Le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a défini 3 priorités majeures pour la justice. Lutter contre la criminalité organisée, résoudre la surpopulation carcérale et réduire les délais d'audiencement des procès. Il veut notamment un isolement renforcé pour les 100 plus gros narcotrafiquants incarcérés afin d'empêcher toute communication avec l'extérieur et stopper la continuation de leurs activités criminelles. Il demande à l'administration pénitentiaire de dresser une liste de ces individus, précisant que cet isolement serait inspiré des méthodes utilisées pour les terroristes, garantissant ainsi qu'aucun d'entre eux ne puisse orchestrer des actions criminelles depuis leur cellule. Cette mesure fait partie de son initiative pour combattre la criminalité organisée et améliorer la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Alors, on vous pose la question sur Twitter, faut-il isoler les narcotrafiquants selon vous? Pour commencer à y répondre, nous accueillons Emmanuel Chambaud, qui est secrétaire général de l'UFAP Justice. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Bonsoir. Alors, je vais vous poser la question à vous. Est-ce que c'est une bonne idée d'isoler ces narcotrafiquants? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Alors écoutez, sur l'idée qu'a fait M. Darmanin d'isoler effectivement les plus hauts, enfin on va dire les narcotrafiquants les plus importants dans les quartiers d'isolement, ce qui pourrait paraître comme une idée louable va être difficilement réalisable sur le terrain au regard des capacités d'accueil des quartiers d'isolement qui sont déjà pleins. Au regard de la surpopulation pénale qu'il y a dans nos prisons, je rappellerai juste un chiffre, 81 000 détenus incarcérés au 1er novembre pour 61 000 places, donc ça va être compliqué de mettre en place ça. Oui, on vous entend tout à fait, ça va être compliqué Emmanuel Chambaud. C'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et je vous rappelle qu'on est avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Déborah Schumann-Antonio, qui est thérapeute en périnatalité, sexothérapeute, et Philippe Bouriaki, qui est conseiller municipal et régional Île-de-France. Philippe Bilger, une petite réaction. Alors je suis frappé par ce que j'appellerais une perversion intellectuelle française. J'ai lu tout ce qu'a proposé Gérald Darmanin depuis qu'il a été nommé garde des Sceaux et je l'approuve pratiquement à 99%. On n'est pas habitué de voir un garde des Sceaux réagir face aux graves problèmes de la justice comme s'il était encore place Beauvau. Et pourtant cette réactivité est capitale. Alors un autre paradoxe, c'est que tout le monde, avant la nomination de Gérald Darmanin, était d'accord pour se scandaliser devant le fait que des narcotrafiquants étaient capables d'organiser des massacres et des trafics de l'intérieur de la prison. Et une fois qu'il a proposé de mettre fin à cela, de nouveau des résistances partout, comme si au fond on était plus content de déplorer et de constater que d'agir contre ces phénomènes. Et notre ami secrétaire général Emmanuel a Chambaud l'air d'approuver le principe, mais les modalités seront à déterminer. Mais le garde des Sceaux a raison de vouloir le faire. C'est fondamental. Philippe Bouriaki, moi je me pose une question toute bête. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des brouilleurs, tout simplement, au lieu d'isoler? Ça existe dans beaucoup de lieux publics, les cinémas, les théâtres, les musées. Donc c'est pas impossible le prévoit aussi à faire. Du coup, quid des places en quartier d'isolement, quid d'une construction, mais ça peut pas se faire en un claquement des doigts. Peut-être qu'une réhabilitation d'une caserne avec un encadrement militaire, pourquoi pas? Enfin, si c'est des gens qui sont dangereux pour la société, il faudrait peut-être les extraire de tout et les mettre quelque part où la réponse, elle peut être qu'immédiate et de manière très autoritaire. Voilà, moi je pense que nos militaires, même s'ils ne sont pas destinés à ça, vous avez des prisons militaires qui sont vides, qu'on pourrait occuper. Ça a été un excellent ministre de l'Intérieur. Moi je le dis de manière claire, nette et sans aucune ambiguïté. Et je pense que ça sera un excellent ministre de la Justice parce que, comme l'a si bien dit Philippe, il a cette double culture maintenant et je le sens déterminé. Ma seule crainte pour lui, c'est que ça soit un piège qui lui a été tendu par ses adversaires politiques pour 2027, ne pas lui donner les moyens des ambitions qu'il convoite, en tout cas pour la justice, et protéger
du coup le justiciable, et puis surtout aider la justice et les magistrats à avoir les moyens à travailler, parce que quand vous avez un magistrat et que vous avez 10 tonnes de dossiers, comment vous le faites? Moi, depuis 2 ans, j'attends qu'un juge qui vient d'être nommé au mois de septembre, parce qu'on a fait une citation directe, instruise mon affaire de plainte pour calomnie, diffamation et mise en danger délibérée de la vie d'autrui, qui a été fait par un syndicaliste à mon égard. Voilà, au bout de 2 ans, c'est trop lent, quoi. Ben, non seulement c'est lent, et en plus, moi, j'ai toujours pas ce statut de victime, je suis pas reconnu, je suis pas protégé. Et puis j'ai certains copains qui m'ont dit, écoute Philippe, si on a le même problème que toi, on n'ira pas voir la justice, on va s'en occuper directement. Et si vous voulez pas qu'on ait une justice parallèle à la Hockey Chorale, bah, il faut que la justice puisse intervenir et travailler. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, je suis pas en colère contre le juge ou le proc. Ils font ce qu'ils peuvent. Enfin, le proc, si, je suis un peu en colère contre le procureur de Créteil qui m'a répondu de manière très simple, c'est que la politique pénale de Créteil ne jugeait pas les affaires de diffamation envers les élus de la République. Bon, ok, tout va bien. Mais bon, c'est la politique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa juridiction, certes. Mais donc, pourquoi je paye des impôts? Mais voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Philippe Bourrier. Mais ouais, mais moi je suis un justiciable comme un autre, et si moi demain je fais un pas de côté, la justice va être sans pitié avec moi parce que je dois être exemplaire, ce qui est normal. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de me protéger et protéger mon honneur et ma famille, parce qu'il y a quand même des dommages collatéraux, bah, il n'y a plus personne, donc on se pose plein de questions. Donc j'espère qu'on lui donnera les moyens. D'aucuns vous répondraient qu'il y a des choses, des affaires plus importantes peut-être avant. Ouais, mais quand on vous met une cible sur le dos et qu'on vous compare au meurtrier de Samuel Paty, il y a des fous furieux d'extrême gauche. Moi, j'ai été interdit de me rendre à certaines manifestations pour soutenir les AESH. On m'a dit, c'est pour ta sécurité. Ouais, on attend quoi? Que je me fasse décapiter par des mecs d'extrême gauche? Que je sois la cible d'un fou furieux? Je ne suis pas sûr que les mecs d'extrême gauche décapitent, si je peux me permettre. Alors, ils décapitent peut-être pas, mais on a eu plusieurs attentats qui ont été organisés par les groupes d'extrême gauche, comme des groupes d'extrême droite d'ailleurs. Donc je veux pas être le prochain. Il faut préciser ce que vous dites quand vous dites extrême gauche, parce que les auditeurs ils pensent à la fille. Hein. Je parle d'extrême gauche. Déborah Schumann, est-ce que vous pensez que les 2% de budget alloués, je crois que c'est 2% du budget de l'État, le ministère de la Justice, enfin moi quand je suis tombée sur ce chiffre-là, j'ai trouvé ça un peu aberrant quand même, parce que c'est vrai que quand on pense à tous ces procès en cours et à tous ces justiciables qui attendent leur procès, c'est quand même très peu, quoi. J'étais très surprise moi aussi quand j'ai vu ce chiffre-là. Je trouve ça... Je reviendrai sur Darmanin après, mais je trouve ça assez petit au regard de toutes les problématiques qu'on a, et qu'en effet, j'entends beaucoup d'annonces depuis qu'il a été nommé. Alors je ne sais pas si c'est un effet de com, sans doute, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui partent un peu dans tous les sens, et pourquoi pas. Là, on a décidé qu'il y aurait donc 100 narcotrafiquants. Pourquoi pas plus, moins? J'ai pas bien compris d'où sortait le chiffre en fait, mais peut-être que vous êtes capable de me l'expliquer autour de la table. Mais moi, 100, j'ai pas très bien compris pourquoi 100. Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. Donc ça, c'est une vraie question. Maintenant, oui, il y a un vrai problème de budget. Et là, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y aura le budget nécessaire pour que derrière, ça suive? Il suffit pas juste de les isoler. Il y a quand même d'autres problématiques que ces 100 personnes qui vont être mises d'une manière ou d'une autre à l'écart. Mais il va quand même falloir se gérer, en tout cas, tout ce qui est justice avant. Bien sûr. Et ça, je suis pas convaincue qu'on ait aujourd'hui les moyens. Emmanuel Chambaud, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UFAP Justice. Pourquoi 100 déjà? Ça, c'est la question que je retiens de Déborah Schumann-Antonio. Et puis quand même quelques chiffres. Il y a 200 000 personnes à peu près qui vivent de ce trafic, du trafic en France. Et Bruno Le Maire avait chiffré à 3,5 milliards d'euros le bénéfice annuel du narcotrafic en France. Donc la deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens quand ils n'auront plus accès à ce trafic-là? Est-ce que c'est pas dangereux en fait aussi de complètement stopper l'affaire? Enfin, quelle est la solution, quoi? Alors, si vous le permettez, je vais revenir sur 2 ou 3 éléments qui ont été dit. Alors, les brouilleurs existent dans les prisons. Il y en a actuellement qui sont déployés. Ça marche pas alors. Il y a une vague supplémentaire de brouilleurs qui sont en cours de déploiement, et ça c'est lié à l'assassinat de 2 collègues le 14 mai dernier par un narcotrafiquant, rappelons-le quand même, qui faisait partie d'une grosse organisation de narcotrafiquants. Rappelons également que nous sommes effectivement favorables aux mesures que peut porter le ministre, parce qu'elles vont dans le bon sens, dans le sens de la sécurisation des établissements pénitentiaires, des personnels qui y travaillent, mais aussi de la société en général. Vous dire que ce qu'il dit là ne vient que
complété une circulaire du 10 octobre dernier qui est contre la lutte contre la criminalité organisée, qui a été fait au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire, qui vise à renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires et tout particulièrement les quartiers d'isolement, mais aussi d'avoir une meilleure identification des profils des détenus aussi, donc faire un petit peu ce tri au niveau des détenus pour pouvoir effectivement, on va dire, essayer de mettre un peu plus à l'isolement les détenus les plus sensibles qui sont le narcotrafic, qui peuvent être aussi, comme on l'a eu par le passé, tout ce qui est lié à la religion, si vous voulez, voilà. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs M. Darmanin propose un programme qui correspond au programme qu'on fait pour les terroristes dans les prisons en concentration. L'isolement, en tout cas. L'isolement, mais pour répondre, Déborah, et vous avez le même point de vue, je crois que le problème budgétaire, évidemment, est toujours crucial. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a pour la première fois un vrai couple authentiquement régalien. Pour la première fois dans notre histoire politique, on n'a pas un garde des Sceaux qui veut faire le contraire de ce que veut faire le ministre de l'Intérieur. Et ça, je pense que ça va changer profondément le comportement régalien du gouvernement. Une association du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, ça paraît juste normal et logique, normalement, Philippe Bouriaki? Mais complètement, parce que l'un ne va pas sans l'autre en vérité. C'est les juges qui ordonnent les enquêtes, les investigations, etc. Mais derrière le bras armé du juge, en vérité, c'est la police du quotidien sur les affaires criminelles, sur les affaires de terrorisme ou narcotrafiquants. D'ailleurs, ils sont sous la tutelle d'un juge. Mais si, effectivement, et Philippe l'a très bien résumé, jusqu'à présent, à chaque fois, on avait deux types, ou deux, en tout cas, ministres, qui s'affrontaient, bec et ongle, chacun voulait défendre sa chapelle, sans se coordonner, alors que les équipes, en vérité, sur place, elles travaillent en symbiose. La police n'est que l'exécutant de la justice. Donc je ne dis pas que l'un doit primer sur l'autre. Je dis que les deux doivent être complètement équilibrés, ils doivent être complémentaires et donc ils doivent avancer main dans la main. J'espère que les résultats seront là. Je vous le dis, à titre personnel, j'ai l'impression qu'on a tendu un piège à Gérald Darmanin en le mettant pour l'empêcher d'aller présidentiel. Pour l'empêcher d'être le prochain président de la République. D'accord. On pourrait dire, Philippe, rapprochez-vous du micro, Philippe. On a tendu un piège aussi à Bruno Retailleau à ce compte-là, puisque les deux sont probablement des candidats pour 2027. Enfin, piège ou pas piège, peut-être. Voilà. Par contre, il y a un truc qui me marque, moi, Déborah Schumann-Antonio, c'est que Gérald Darmanin, il a aussi constaté le rajeunissement de la violence, donc d'une violence de plus en plus jeune, des mineurs en fait, qui ont souvent en dessous de 15 ans, qui sont les premiers à être sur les points de deal, mais aussi à faire des meurtres en fait, à devenir des assassins, puisqu'ils sont commandités. Ça, c'est un vrai problème de société quand même. Oui, on a un vrai problème de société. C'est vrai qu'on a de plus en plus de faits divers ces derniers temps avec des jeunes de moins de 15 ans, avec en plus des situations, j'allais dire, assez dramatiques. On a des faits divers assez monstrueux qui arrivent. On ne sait pas par qui sont commandités. Donc c'est là où je conçois qu'effectivement il y ait cette population des 100, puisqu'ils sont 100, qui visiblement gère un peu tout ce système-là. Ce qui est questionnant, c'est comment ces jeunes-là, en fait, arrivent à un moment donné si jeunes dans des situations si terribles. C'est pour ça que je dis, il suffit pas juste de dire on va mettre 100 personnes à l'isolement. Il y a tout un système derrière aussi. Et qu'est-ce qui se passe avant? Et comment se fait-il qu'on se retrouve avec ces jeunes-là? Donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème aujourd'hui dans l'éducation de nos jeunes et dans la manière dont on a eu pendant des années un certain nombre de gens qui, dans les cités notamment, allaient aider des jeunes, leur faire du sport, leur faire d'autres activités, etc. et qui fonctionnaient plutôt pas mal. Où sont ces systèmes aujourd'hui? Moi j'ai l'impression qu'à un moment donné on les a un peu abandonnés, on les a un peu laissés, et qu'en effet ces jeunes vont là où il y a un espèce de leader, alors qui n'est pas un bon leader, on est d'accord, mais qui sont là et qui les entourent et qui les entraînent. Ça, c'est un vrai problème. Donc le problème, il ne peut pas être que sur ces 100 personnes. C'est tout un système qu'il faut revoir. Emmanuel Chambaud, c'est une histoire de système. Quand on écoute Déborah, effectivement, ce sont des jeunes qui sont complètement livrés à eux-mêmes et l'État démissionne, les parents démissionnent. Il y a un vrai sujet à ce niveau-là, quoi. Il y a un vrai sujet et on demande à l'administration pénitentiaire de réussir là où la famille, l'école, l'éducation n'a pas réussi. Donc c'est compliqué sans moyens. C'est des mineurs. La justice pour les mineurs n'est pas la même que la justice pour les majeurs. Et effectivement, on ne peut que constater les faits de violence
très graves que font les mineurs. Hein. Après cette histoire à Marseille du chauffeur de VTC qui a été tué par un mineur de 14 ans, commandité d'une prison à un meurtre d'un autre trafiquant. C'est assez effrayant, effectivement, quand on voit ça. Oui, bien sûr. C'est une violence qui est vraiment croissante et liée aussi au fait que les condamnations ne sont pas les mêmes pour les mineurs. Effectivement. Qu'est-ce que vous pensez, Philippe Béjart? Est-ce qu'il faudrait que les condamnations soient plus lourdes pour les mineurs? Oui, mais je ne crois pas que le problème soit vraiment la lourdeur des condamnations et l'autre perversion française de croire que à chaque fois qu'on n'est pas content d'une décision de justice, on crée une nouvelle loi. Le problème, c'est l'exécution de la peine. Mieux vaut une sanction modérée, mais dont on est assuré qu'elle va être exécutée, que des surenchères sur le plan de la répression. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, la minorité aujourd'hui est très préoccupante, de plus en plus jeune et de plus en plus précocement violente. Bien sûr. Philippe Bourriaki, allez-y, je vous en prie, Emmanuel Chambaud voulait réagir. Votre invité a raison, c'est le sens de la peine qui est important. C'est donner un temps utile à l'incarcération. Et aujourd'hui, dans les prisons, malheureusement, je vais le dire, on fait du gardiennage. Aujourd'hui, avec le nombre de détenus incarcérés, on fait du gardiennage. C'est-à-dire ce temps utile qu'on pourrait donner à l'incarcération pour essayer de réinsérer une partie des gens. Ne soyons pas dupes, nous n'allons pas les réinsérer tous, mais au moins réinsérer une petite partie, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas les moyens humains, on est en surpopulation pénale, on gère l'urgence, et donc ça c'est compliqué. Donc le sens de la peine, effectivement, ça sert à quoi d'incarcérer si derrière on ne donne pas les moyens pour que nous on puisse faire le travail correctement. Et on le sait le faire quand on nous donne les moyens de le faire. Philippe Bourriaki, on ne parle pas que des mineurs, on parle aussi des majeurs, qui effectivement en termes de réinsertion, c'est pas toujours simple le parcours derrière. C'est pas simple parce que il est complètement le système là-dessus est défaillant parce qu'on a coupé les crédits. Vous avez parlé tout à l'heure des fameuses associations qui intervenaient en bas des immeubles, sauf qu'il n'y a plus de subventions, donc ces associations ne peuvent plus œuvrer pour pouvoir détecter. Ça servait aussi au renseignement pour voir celles et ceux qui ne sont entre guillemets plus récupérables et qui sont complètement perdus. Je vais redire ce que j'ai dit à votre antenne la semaine dernière. Il y a un petit peu plus d'un an, quand Valérie Pécresse a décidé de créer l'Agence régionale des intérêts généraux, beaucoup ont ri. Et elle avait dit un truc qui nous paraît en tout cas sensé. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Nous, on a un retour. C'est elle qui a dit ça? Oui. Attal. Attal. Oui, enfin, il l'a repris. Il l'a repris de Valérie Pécresse. Et c'est pas d'une telle originalité. Du tout. Mais bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et là, du coup, à Cléopâtre, ce qui appartient à Cléopâtre. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si dès le départ, quel que soit votre âge, mais là, on parle des mineurs, et de les reprendre au vol, vous faites quelque chose de sensé, vous réparez les dégâts que vous avez causés à toute la collectivité, de manière encadrée, avec des éducateurs, des spécialistes, qu'on vous fait prendre conscience que vous pouvez faire autre chose que ce qu'on a toujours essayé de vous dire. Vos grands frères, ou à l'école, ou les profs qui étaient défaillants, mais c'est pas leur faute, parce que quand on donne 30 à 40 élèves à un prof, comment voulez-vous qu'il fasse, il peut pas faire de miracle, que vous étiez un bon à rien ou un mauvais en tout. Et qu'on vous démontre, comme a fait justement Mamassi avec son chantier d'insertion d'enfants qui étaient complètement abandonnés par tout le monde. Ils sont intervenus dans un hôpital et aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait ce chantier et qui sont peintres, d'autres qui sont ébénistes. Et ce qu'a proposé Valérie Pécresse... C'est la preuve par exemple, quoi. C'est la preuve par exemple. Donc, effectivement, vous n'aurez pas 100%. Vous n'aurez pas 100% parce qu'il y en a qui sont complètement perchés, qui trouvent que c'est une solution alternative pour éviter la prison et qui vont retourner dans leur quartier avec les mêmes personnages qui gravitent autour. On peut reparler aussi de l'argent qu'ils gagnent tous les jours, ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'ils font tellement d'argent en une journée par rapport à leurs parents. Ils font 3 mois de salaire en une semaine, quoi. Bien sûr. Et donc, du coup, ça remet aussi la question quand votre enfant rentre chez vous avec une belle paire de chaussures que vous ne pouvez même pas vous payer, vous ne pouvez pas me dire que vous ne le voyez pas. Donc, il s'agit aussi de votre responsabilité. Maintenant, il y a des parents qui sont complètement désemparés. Mais vraiment, c'est-à-dire que les mômes, ils font 2 mètres de haut. Moi, je vois le mien, il fait 1m84. Il commence à faire quasiment 80 kilos.
Bon, moi j'ai une certaine pratique des arts martiaux, donc ça va, on arrive à gérer, mais on saura tout. Mais il y a une grande complicité entre lui et moi. Aujourd'hui, il a 15 ans, mais il est apprenti dans une entreprise du groupe Vinci, Jean Lefebvre, et je l'ai remercié de lui avoir donné cette chance, parce qu'il a le même handicap que moi. Je suis dyslexique, dysorthographique, donc moi j'ai bac-3, et les études pour lui ça va être très compliqué, parce qu'il ne voit pas les lettres. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'on les voit pas. Par contre, il fait un CAP de conducteur d'engin de chantier. Il a 15 ans, il gagne aujourd'hui 1 200 € par mois. Donc finalement, net. ce que vous dites, c'est que l'apprentissage, c'est une solution, quoi. C'est une des solutions. Bien sûr. Déborah Schumann, on va juste quand même parler aussi des consommateurs, quand même, quelques instants, parce qu'il nous reste encore qu'une minute. Il y a quand même 5 millions d'usagers en France, sur 22 millions dans l'Union européenne. Donc ça, c'est un chiffre auquel il faudrait peut-être s'attaquer aussi à un moment donné, non ? Oui, on a une vraie question. Alors, j'ai vu que plein de gens réagissaient en disant il suffit de dépénaliser et puis tout va être réglé. Je ne crois pas beaucoup à ça. Alors là, je parle vraiment en termes de santé, j'y crois absolument pas. Je pense que ça soulèvera d'autres problèmes et qu'on aura d'autres soucis avec cette dépénalisation. Donc je n'y crois pas une seconde. Maintenant, je repars sur ce que vous dites, Philippe, mais sur lequel je suis parfaitement d'accord. Je crois qu'il y a quand même une problématique, et là il faudrait vraiment la gérer, c'est en termes d'éducation, et qu'en effet on ne s'occupe pas de ça, et qu'on a de plus en plus de gens, et moi je le vois même dans mon cadre professionnel. On parle souvent de consommateurs très jeunes, c'est pas vrai. On a aussi des consommateurs qui sont beaucoup plus adultes et beaucoup plus matures. Et donc on sent bien que le stress ambiant et tout ce qui peut se passer dans notre pays a une incidence. Donc il y a beaucoup plus de consommateurs qui ont des incidences aussi sur la santé. Donc oui, il y a un vrai sujet. Mais je ne pense pas qu'en dépénalisant, ça réglera le sujet. Il n'y a pas de solution miracle non plus. Emmanuel Chambaud, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UFAP Justice. Est-ce que vous avez le mot de la fin ? Écoutez, on doit rencontrer le ministre la semaine prochaine, donc j'espère qu'on va pouvoir échanger sur ces propositions et pouvoir apporter des réponses à ce qu'attendent mes collègues aujourd'hui, et puis de manière plus générale la société par rapport à cette prise en charge de ces détenus qui sont particulièrement dangereux. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir témoigné à notre antenne. Je rappelle que vous êtes Emmanuel Chambaud, vous êtes secrétaire général de l'UFAP Justice. Merci de votre témoignage. Chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous parce que dans pas très très longtemps, dans quelques instants, après une courte pause, on va jouer un peu pour se détendre. On fait un quiz musical. C'est pas le qui c'est qui l'a dit. C'est ma petite version musicale, le blind test des fêtes avec notre auditeur Hector. Et puis si vous voulez réagir à ce que vous entendez, vous nous appelez au 0800 26 300 300. Et évidemment, vous continuez à voter sur Twitter à notre question du jour de 18h40. Ça continue. Allez, restez avec nous, à tout de suite.